Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les différences entre le système bancaire israélien et le système bancaire français, eh bien vous êtes à la bonne adresse, restez avec nous grâce à Aaron Elfassi à ma droite. Bonjour Aaron. Et Arnaud Sayag à ma gauche. Eh bien nous allons en savoir un peu plus. Alors ils sont tous les deux associés dans une structure, on va dire, qui fait du conseil, de la gestion de patrimoine aussi. Bref, ils sont au fait de ces questions-là. Alors, tout de suite, quelle est la grosse différence entre les deux systèmes ? De fait, il y a des différences entre le système bancaire français et israélien. Donc, je vais scinder la question en deux. Tout d'abord, on va aborder la question des comptes bancaires, puis nous aborderons la question plus vaste, celle du financement. Bon, pour les comptes bancaires, je vais être assez sommaire sur les différences. Deux différences majeures. Tandis qu'en France, vous devrez ouvrir un compte par devise. En Israël, vous ouvrez un compte multidevise. Je m'explique. On est souvent confronté à la demande de certains de nos clients. J'aurais besoin d'ouvrir un compte euro. Eh bien, en Israël, inutile. Dès lors qu'un RIB vous a été attribué, ce compte est déjà multidevise et inclut notamment la possibilité de mettre des fonds en épargne. Inutile d'ouvrir un compte épargne dédié. Il permet également de recevoir des fonds en différentes devises. La chose qui ne permet pas, par contre, c'est de confier la gestion des fonds présents sur ce compte à un gestionnaire de patrimoine, à notre instar. Pour ce faire, vous devrez ouvrir un compte dédié dont la seule affectation sera celle de la gestion des fonds présents sur ce compte. Une autre différence que j'observe, c'est également celle des cartes de crédit. Je pense notamment à des cartes de crédit un peu prestigieuses, à l'instar de la Infinite en France, dont je dirais que les parallèles en Israël seraient la American Express Platinum ou encore la Leumi First. Par exemple, quand vous faites un paiement avec la Infinite en France, les assurances sont déjà comprises, notamment lorsque vous payez un billet d'avion. En Israël, lorsque vous partirez, quand bien même ces assurances sont pratiquement offertes ou parfois payantes, mais des sommes dérisoires, vous devrez activer cette assurance avant de quitter le territoire israélien. Elles ne se mettent pas en route automatiquement avec votre départ. C'est très important de le Oui, préciser. c'est pour ça que je le fais. Bah oui, vous avez bien raison, parce que parfois ça peut créer des désagréments. On a l'impression qu'on a une carte, comme on dit, tout terrain. Et puis en fait, si on n'a pas décroché son téléphone tout simplement avant de partir... Exactement. Rien, ça ne marche pas. Ça me semble être le point de différence majeur entre les cartes de crédit en France et en Israël. C'est très important, notamment si un souci arrive à l'étranger, qu'on doit être hospitalisé, etc. On n'est pas pris en charge et la note peut être très salée. J'en ai fait les frais et heureusement, ma femme avait été clairvoyante et m'avait demandé, quand nous étions dans l'avion, de souscrire à ces assurances et elle a bien fait. Oui, et si c'est pris après le départ, c'est pas couvert. après que, si vous l'avez prise à votre arrivée en France ou aux États-Unis ou ailleurs, une fois que vous avez quitté Israël, vous n'êtes pas couvert. Voilà, ça, on aura précisé quelque chose d'important. Alors ça, on va dire que c'est pour les comptes bancaires. Oui. Maintenant, on va passer à la question des crédits immobiliers. Alors là, on est dans des schémas diamétralement opposés. Je vais resituer le contexte. En France, vous avez signé une promesse de vente conditionnée par plusieurs clauses suspensives, au nombre desquelles l'octroi d'un concours bancaire. Une fois que vous avez signé l'offre de vente, donc vous allez la promesse de vente, le compromis de vente face au notaire, vous allez à la banque, vous faites le tour des banques, les banques vous font des offres de prêt que vous signez qui résume notamment donc, le montant du financement, les conditions et qui clôt le financement à ce stade-là. Puis la banque décaissera les fonds sur le compte du notaire et le notaire, par le biais du clerc de notaire, s'occupera des différentes prises de garantie pour la banque. Ça, c'est le système bancaire français. En Israël, il n'existe pas de clause suspensive. Eh oui, quand vous signez, vous signez. Oui, et c'est là que nous intervenons, je dirais, notamment de par nos conseils. On l'a déjà dit, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Ici, c'est très difficile de faire marche arrière. Une fois qu'on a signé pour acheter un bien immobilier. À moins de vous libérer d'un montant équivalent entre 10 et 15% du montant d'acquisition. Qui sont généralement les clauses de rupture prévues au terme des contrats. Donc, le premier conseil qu'on donne, c'est de ne rien signer. Pas à une condition, mais à deux conditions. La première, c'est l'obtention d'un accord de principe. Donc, une banque israélienne vous dit « Je suis prêt à vous suivre selon telle condition, tel montant, telle durée, sur tel pour bien. tel bien ».
Et ensuite, l'expertise du bien. Alors, les banques, généralement, une fois que vous aurez l'accord de principe, pour peu qu'elles... Ne demandent pas l'expertise du bien. Non. Ouais. Elles disent, viens avec le contrat d'acquisition signé, on Ça avance. suffit. Alors, c'est une bonne chose, mais bon, des surprises... On peut avoir de très mauvaises Oui. surprises. Alors, je vais y venir. Les deux types de surprises. Bon, le scénario du pire, c'est le bien construction sauvage, pas de permis de construire. C'est des choses qui existent, notamment à Bnei Brak. À Tel Aviv, c'est vrai qu'on est quand même moins confronté à ce genre de cas, mais il n'est pas rare d'être confronté à une cave, à une terrasse qui a été fermée et dont on a fait une pièce. Donc, l'expert devra prendre ce point en considération dans son rapport. Ça va faire baisser la valeur du bien. La pièce sera pondérée. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai dit, ça va faire baisser la valeur du bien. Il faut bien comprendre que la banque, quand elle vous dit je vous finance à hauteur de 50%, qui font par exemple 2 millions de shekels d'un bien qui en vaut 4, si l'expert dit le bien vaut 3,5 millions, la banque elle va dire moi je vous donne 50% de 3,5 millions, 1,750 000. C'est-à-dire que le delta des 250 000 devra venir de quelque part et viendra de la poche de l'acquéreur. Eh oui. Et c'est pour ça que L'acquéreur malheureux, on va dire, quand même. Autre précision, si l'expert dit ça vaut 4, 5 et que sur le contrat est prévu 4, la banque donnera 2 millions. Elle ne donnera pas 2 millions 250. Ouais, ça, c'est très important. C'est 50% Du montant le plus bas. Voilà, Donc ça, c'est, à mon sens, les premières étapes. C'est obtention d'un accord de principe et expertise du bien. Une fois ces deux étapes validées, la banque donc, vérifie le rapport d'expertise, l'avocat également. Vous pouvez signer le contrat d'acquisition. Une fois le contrat d'acquisition signé, on le met à disposition de la banque. La banque prépare le contrat de prêt ainsi que les garanties bancaires. Je vais y revenir aux garanties bancaires. Vous signez le contrat de prêt. Et les garanties bancaires, c'est quoi en fait ? Bon, je ne vais pas énumérer ici la vingtaine de documents demandés par les banques, mais c'est notamment l'inscription au cadastre, qui est la seule garantie existante pour les banques en Israël, l'inscription au registre des hypothèques, les récépissés des montants payés, les montants à venir à payer entendus par les différentes parties. Bref, il y a une vingtaine de documents. Au terme de la collecte de ces garanties, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de clerc de notaire en Israël. Et non, c'est vous qui devez tout faire. Nous, ou quand vous dites nous, ça peut être notre cabinet, Oui. ou ça peut être le client lui-même. Mais quand je dis vous, je parlais de nous, personnes physiques, quoi, évidemment. Oui. Celui c'est qui vous qui emprunte, devez courir celui au qui cadastre. achète, c'est lui qui doit tout faire, sauf si elle se paye les services d'un conseil. Alors là, c'est plus facile, c'est sûr, ça coûte un peu cher. Ça mais tombe bien, nous sommes disponibles. Ça peut valoir parfois le coup. Petite cerise sur le gâteau, la banque elle-même ne vous définira pas exactement les documents dont elle a besoin. Ça, c'est que l'expérience en lisant un contrat d'acquisition, l'extrait du cadastre, dire voilà, bon, ça c'est les documents bateaux, mais je sais déjà que de ça, elle va avoir besoin de ça. Moi, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont perdu des journées entières de travail pour constituer leur dossier, leur mashkenta, doivent vous recevoir 5 sur 5. Par exemple, la banque, lorsqu'il n'y a pas encore eu l'affectation des lots, la banque ne va pas vous dire il faut également l'approbation du cabinet d'avocats qui s'occupe de l'affectation des lots pour l'inscription au cadastre. Ça va oublier de vous le dire. Donc, vous allez arriver au cadastre, passer votre tour, le numéro, donc c'est à peu près 2 heures d'attente. C'est où l'approbation de la société ? Je ne l'ai pas, mais il faut revenir. Ouais. Et rebelote, donc la journée de travail dont on a parlé. Au terme de la collecte de ces garanties bancaires, un département compétent au sein de la banque vérifie la conformité des garanties produites à ces exigences. Si tout est conforme, paiement des frais de dossier qui sont de 0,25% du montant du financement, puis décaissement des fonds. S'il y a des reliquats, il faut les compléter. C'est généralement des reliquats juridiques, des questions relatives à l'extrait du cadastre. Généralement, il y a des notes suspensives qui peuvent être inscrites sur cet extrait. On complète les éléments demandés, puis décaissement des fonds. D'accord. Est-ce que vous pensez que... Bon, je vous tends une perche, mais bon, c'est pas grave, je le fais avec plaisir. Franchement, être accompagné par un professionnel, alors, à part le gain de temps, est-ce que parfois, lorsqu'on a un dossier un peu limite, pour X raisons, parce qu'on a eu des chèques rejetés, parce qu'on a eu, dans une vie précédente, je sais pas moi, des échéances de prêt d'un autre bien qui n'ont pas été payées, est-ce que vous pensez que ça aide d'avoir un conseil qui connaît bien les banques, qui peut essayer d'être... La réponse est oui, catégorique. En tout cas, de notre expérience, lorsque effectivement ce type de clients nous sollicitait, heureusement d'ailleurs, nous n'avons pas que des clients qui ont eu des incidents financiers. Non, bien sûr. Mais il est vrai qu'effectivement, comme je l'ai précédemment expliqué, la relation de confiance entre la banque et notre cabinet, notre organisme,
Pour Elle est- 3 clients avec de très bons dossiers, elle vous permet de passer 1 ou 2 clients avec des dossiers un peu plus limites. C'est un petit peu le deal qui est entre nous et les banques, c'est-à-dire qu'elles ne regardent pas en fonction du profil du client particulier, Du volume mais du d'affaires. volume d'affaires effectivement que nous avons entre la banque et notre cabinet. Et il est bien évident que dès lors où nous avons cette expérience et nous savons également comment conseiller nos clients et de quelle manière déposer un dossier, et il est bien évident qu'en général, les résultats d'expérience et de mémoire ont toujours été probants et ont toujours été satisfaisants. Maintenant, il est fort probable que dès l'instant où je reçois bien entendu les éléments et les pièces du client, il est fort probable que je dise au client « désolé, mais là, on ne pourra rien faire ». Donc, Ça arrive aussi. ça peut arriver, effectivement, et nous n'avons aucun intérêt à faire perdre du temps à nos clients ou de créer un faux espoir. Il y a des choses pour lesquelles, effectivement, on peut passer outre, et Il y a d'autres... des choses qui sont rédhibitoires. on peut pas, absolument. Petite précision, la Banque centrale d'Israël interdit les banques de rémunérer les apporteurs d'affaires. Donc, comme le précisait Arnaud, la seule possibilité qu'a une banque de nous retenir, c'est de répondre favorablement au volume qu'on lui apporte et sur les conditions, de nous donner les meilleures conditions possibles. Donc la banque ne rémunère pas les apporteurs d'affaires. Non, la Banque centrale d'Israël lui interdit. Je trouve, à mon sens, que ça assainit le marché parce qu'on n'ira Ça pas n'a dans pas une toujours banque été- ça plutôt... n'a pas toujours été comme ça. De mémoire, depuis 2005, j'étais banquier en 2005 et ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu de rétrocession de commission aux apporteurs d'affaires et j'ai même envie de dire que c'est très bien. Très bien. C'est d'ailleurs la tendance en France. De plus On est en dénué plus. de tout intérêt. On est dénué de tout intérêt lorsqu'on recommande un organisme bancaire à un de nos clients. Il sait pertinemment que cette recommandation est sur la base de son intérêt personnel Ah oui, d'accord. et non pas de combien cette banque va me rétrocéder. Donc vous êtes payé d'un seul côté, pas des Par deux. le client, absolument. D'accord, ok. Bon, eh bien, cette petite précision sur l'univers bancaire de la France, d'Israël, etc., a sûrement mis quelques idées reçues à leur place, je pense. Si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est bien entendu de ne pas faire l'amalgame. C'est une expression qui revient assez régulièrement en France, mais de ne pas faire l'amalgame entre le système économique ou le système bancaire français et israélien. Ce sont deux systèmes, et Complètement nous différents. insistons là-dessus, diamétralement opposés, qui, si toutefois vous vous soumettez à ce type de mix, de mélange, il va vous induire en erreur sur toute la ligne. Donc effectivement, adaptez-vous ou faites appel à des gens qui sont professionnels en la matière Pour mieux comprendre. pour mieux comprendre. Et surtout pour vous épargner de rentrer dans les méandres ou dans les aléas du système. D'accord, eh bien, merci à tous les deux pour ces précisions et on vous dit à très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.